Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Conseil, une Europe qui protège est une Europe qui se défend, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire. Nous devons nous défendre d'abord, et c'est une priorité absolue, contre le terrorisme. Depuis 2004, l'Europe a connu plus de 30 attaques terroristes, dont 14 au cours de l'année écoulée. Tout comme nous sommes restés solidaires dans le deuil, nous devons rester unis dans notre réponse collective. Face à ce que l'homme peut faire de pire, nous devons rester fidèles à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos sociétés démocratiques, plurielles, ouvertes et tolérantes. Nous devons montrer aux terroristes qu'ils n'ont aucune chance lorsqu'ils essayent de s'attaquer à ces valeurs-là. Mais cette tolérance qui doit être la nôtre ne peut se faire au détriment de notre sécurité. C'est pourquoi la Commission, dès le premier jour, a donné la priorité à la sécurité. Nous avons érigé en infraction pénale le terrorisme et le retour des combattants étrangers dans toute l'Union européenne. Nous avons pris des mesures rigoureuses contre l'utilisation des armes à feu et le financement du terrorisme. Nous avons travaillé avec les entreprises de l'Internet pour retirer du web les contenus de propagande terroriste et nous avons lutté contre la radicalisation dans les écoles et prisons en Europe. Mais il y a encore du travail à faire. Nous devons savoir quels individus franchissent nos frontières. C'est pourquoi nous défendrons nos frontières avec l'aide de la nouvelle Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Frontex dispose déjà de plus de 600 agents postés en Grèce, aux frontières avec la Turquie, et de plus de 100 agents en Bulgarie. À présent, les institutions de l'Union et les États membres devraient collaborer très étroitement pour contribuer rapidement à la mise en place de la nouvelle agence. Je veux voir le déploiement, dès le mois d'octobre, d'au moins 200 gardes-frontières et 50 véhicules supplémentaires aux frontières extérieures de la Bulgarie. Nous défendrons aussi nos frontières par un contrôle strict de ceux qui franchiront, suivant des modalités adoptées d'ici la fin de l'année, nos frontières. Chaque fois qu'une personne entrera dans l'Union européenne ou quittera son territoire, il y aura un enregistrement de la date, du lieu et de la raison expliquant le mouvement et le déplacement. D'ici au mois de novembre, nous proposons un système européen d'information du voyage, à savoir un système automatisé visant à déterminer qui sera autorisé à voyager à destination de l'Europe. De cette manière, nous saurons qui voyage vers l'Europe avant même que cette personne n'arrive en Europe. La sécurité des frontières implique également de donner la priorité à l'échange d'informations et de renseignements. À cette fin, nous renforcerons Europol, notre agence d'appui aux services répressifs nationaux, en lui donnant un meilleur accès aux banques de données et en lui octroyant les mesures supplémentaires dont elle a besoin. Là encore, nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Une Europe qui protège doit aussi défendre ses intérêts au-delà de nos frontières. Les faits sont très clairs. Le monde devient plus grand chaque jour et l'Europe plus petite chaque jour, démographiquement, économiquement. Si nous voulons garder rang et influence dans le monde, il est évident que ce n'est qu'ensemble que nous sommes et que nous resterons incontournables. Pourtant, même si l'Europe est fière d'être une puissance douce, il faut dire que celle-ci ne suffit pas dans notre voisinage compliqué et de plus en plus dangereux. Regardez le conflit qui sévit en Syrie. Ses conséquences pour l'Europe sont immédiates. Mais où est l'Union? Où sont ses États membres dans les négociations en vue d'un règlement du conflit?
Federica Mogherini, notre haute représentante et vice-présidente de la Commission, fait, ce n'est pas seulement mon avis, un travail des plus remarquables. Mais elle doit devenir une véritable ministre européenne des Affaires extérieures, celle qui rassemblera je parle toujours de Federica, les forces de nos diplomaties nationales pour pouvoir peser dans les négociations internationales. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui à développer une stratégie européenne pour la Syrie. Federica devrait disposer d'un siège à la table des discussions sur l'avenir de la Syrie. L'Europe, mesdames et messieurs, doit s'affirmer davantage. C'est particulièrement vrai pour notre politique de défense. L'Europe ne peut plus se permettre de dépendre de la seule puissance et capacité militaire de pays individuels. Nous devons ensemble prendre en charge la protection de nos intérêts. Au cours des 10 dernières années, nous avons participé à plus de 30 missions militaires et civiles de l'Union européenne. Mais sans structure permanente, nous ne pouvons pas agir de manière efficace. Il faudra que nous nous dotions d'un quartier général unique au sein de l'Union européenne. Nous devons également nous orienter vers des ressources militaires communes qui, dans certains cas, relèveront de l'Union, en pleine complémentarité avec l'OTAN. Plus de défense européenne ne veut pas dire moins de défense et de solidarité transatlantique. D'un point de vue strictement économique, la mise en commun de nos ressources militaires se justifierait clairement. Suivant les plages de coopération qui sont retenues, le manque de coopération en matière de défense coûte à l'Europe entre 20 et 100 milliards d'euros par an. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose? Il faut faire quelque chose de ce point de vue-là. Pour garantir la solidité de la défense européenne, l'industrie européenne de la défense doit faire preuve d'innovation. C'est pourquoi nous proposerons, avant la fin de l'année, la création d'un fonds européen de la défense pour stimuler activement la recherche et l'innovation. Et le traité de Lisbonne permet aux États membres qui le souhaitent de mettre en commun leurs capacités de défense sous la forme d'une coopération structurée permanente. Je pense que l'heure est venue de faire usage de cette possibilité. Monsieur le Président, le dernier point que j'aborderai a trait à notre responsabilité collective. J'appelle toutes les institutions de l'Union européenne et chacun de nos États membres à assumer plus de responsabilités. Nous devons en finir avec cette vieille rengaine selon laquelle le succès est national et l'échec européen, sans quoi notre projet commun ne survivra pas. L'Europe, elle, doit être mieux expliquée. J'ai demandé à chacun des commissaires de visiter au cours des prochaines semaines les parlements nationaux pour débattre de l'état de notre Union. Depuis le début de mon mandat, les commissaires se sont rendus plus de 350 fois dans les parlements nationaux. Et je veux qu'ils le fassent encore davantage maintenant, car l'Europe ne peut se construire que si elle est bien comprise et donc mieux expliquée. Elle ne peut se construire qu'avec les États membres, jamais contre les États membres. La commission que j'ai l'honneur de présider se veut être une commission politique, ce qui donne lieu à toutes sortes de fantasmes. Mais cela implique d'abord qu'elle soit une commission qui est à l'écoute des citoyens, à l'écoute du Parlement européen, à l'écoute des États membres. Et nous sommes à l'écoute de nos concitoyens
et nous voulons l'être plus intensément. Enfin, je lis parfois que je suis prisonnier dans le palais du Berlaymont, ne parlons pas à ceux que nous prétendons gouverner, je veux dire à ceux qui croient que je suis là, un sourd-muet bien payé, qui ne regarde et n'écoute pas les autres, se trompe énormément. Au cours d'une longue vie politique, j'ai parlé chaque jour et je continue à le faire aux citoyens. C'est notre obligation à tous. La Commission, comme je vous l'avais annoncé, a retiré 100 propositions au cours des deux premières années de son mandat, a diminué de 80% le nombre d'initiatives présentées par rapport aux 5 années précédentes et a lancé un réexamen en profondeur de l'ensemble de la législation en vigueur. Parce que ce n'est qu'en nous concentrant sur les domaines dans lesquels l'Europe peut apporter une véritable valeur ajoutée que nous serons capables de faire de l'Europe un espace où subsidiarité et solidarité forment une intersection vertueuse. Être politique, pour la Commission, signifie aussi corriger les erreurs, disons, technocratiques dès qu'elles se produisent. La Commission, le Parlement et le Conseil ont décidé conjointement de supprimer les frais d'itinérance pour les téléphones mobiles. C'est une promesse que nous tiendrons. C'est pourquoi j'ai retiré un projet rédigé cet été par nos services concernant les frais d'itinérance. Ce projet, évidemment, partait d'une bonne intention. Il était correct sur le plan technique, mais il ne correspondait pas aux promesses qui avaient été faites. Et dès la semaine prochaine, vous verrez un nouveau projet bien meilleur. Lorsque vous voyagez en Europe avec votre téléphone mobile, vous devez vous sentir chez vous partout en Europe. Enfin, prendre nos responsabilités entraîne l'obligation de répondre de nos actes devant les électeurs. C'est pourquoi je vais proposer de changer la règle, à mes yeux absurde, qui veut que les commissaires qui se présentent aux élections européennes doivent renoncer à leurs fonctions. Les premiers ministres et les ministres dans nos États membres ne quittent pas leur poste lorsqu'ils se présentent aux élections. Les commissaires ne devraient pas devoir le faire. Si nous voulons une Commission responsable et proche des citoyens, nous devons encourager les commissaires à prendre rendez-vous avec la démocratie, de prendre rendez-vous avec le suffrage universel. Monsieur le Président, je suis aussi jeune que le projet européen qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine, en mars 2017, à vrai dire un peu plus âgé. Je l'ai vécu, ce projet. Je m'y suis consacré toute ma vie, par conviction et sans hésitation. Mon père croyait en l'Europe car il croyait dans la stabilité continentale, dans le droit des travailleurs et le progrès social. Il avait compris à quel point la paix en Europe était précieuse et était fragile, lui qui a dû faire la guerre contre sa volonté et contre la volonté de son pays. Je crois en Europe parce que mon père m'a inculqué ces valeurs. Mais que transmettons-nous à nos enfants en ce moment? Qu'allons-nous leur laisser en héritage? Une union qui s'effiloche dans la désunion, une union qui a oublié son passé et qui n'a aucune vision pour l'avenir? Nos enfants, mesdames et messieurs, méritent mieux. Ils méritent une Europe qui préserve leur mode de vie, qui les défend et qui les protège. Il est temps que nous, les citoyens, les institutions, les gouvernements prennent tous la responsabilité de construire cette Europe et de la construire ensemble. Oui, je sais qu'il y a débat lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'Europe entre les optimistes quelquefois béats et les pessimistes qui doutent de tout
et de son contraire lorsqu'il s'agit de l'Europe. Je dis l'Europe a une mission chez elle et une mission dans le monde. Mais entre le pessimisme qui ne voit que défauts et déclins et l'optimisme qui voit tout en rose, il y a la volonté. La volonté de ceux qui ne désarment pas, qui ne pleurent pas sur leur propre sort, mais qui ont à l'esprit le sort de ceux qui viennent après nous. J'appelle à cette volonté-là, qui a été la volonté de ceux qui nous ont précédés. J'appelle à notre volonté de dépasser les différences et les clivages. L'histoire ne retiendra pas notre nom, mais nous serons jugés sur la force de notre volonté et sur la force de nos convictions. Les deux doivent être intégrales. L'histoire ne se souviendra pas de nous, mais elle se souviendra de nos erreurs. Ne nous rendons pas coupables d'erreurs qui mettraient fin aux rêves européens. Obrigado, bedankt, jullie grazie.